Cette semaine, Boomer X, Zoomer Alpha, on discute du concept très polémique des générations. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, millénial de service, à votre service pour cette émission consacrée au concept très polémique, je le disais, des générations. Est-ce que c'est quelque chose d'utile? Est-ce que c'est quelque chose de vérifiable, ce concept? Est-ce que c'est un outil pour diviser les gens ou pour les unir? On aura l'occasion de discuter de tout ça dans la prochaine heure avec nos invités. Qui sont des amis de la maison ou des gens de la maison, carrément. Commençons avec Madame Ariane Blais-Lacombe. Bonjour. Salut, Antoine. Formée en sciences politiques, Oui. Chroniqueuse régulière sur nos plateaux. Ariane, t'es de quelle génération, toi? Moi, je suis milléniale aussi. Bienvenue. Merci. Dans la meilleure génération Je pense qui a que oui. existé dans l'histoire de l'humanité. Ça commence bien. Continuons le tour de table, puis après, on argumentera sur notre point. Michael Grenier, bonjour. Bonjour, Antoine. On t'accueille, même si t'es pas dans notre groupe. C'est ça, je suis comme un exclu de la génération Z, Zoomer, Ouais. aux intimes. Donc, t'as Voilà. quel âge, là, pour... moi, j'ai je vais pas 25 demander à ans. Ariane par politesse, là, mais oui, t'as 25 ans. 25 ans, je suis né à la fin de l'an 2000, ce qui fait de moi un relativement vieux Z. En tout cas, si je me compare à d'autres Z que j'ai la chance de côtoyer, parce que j'enseigne à des gens de ma génération, techniquement, Ah-ha. même si on a 10 ans d'écart, donc j'ai la chance de voir les deux extrémités de la vague. Donc, j'aurai des observations intéressantes, je pense, à ce niveau-là. J'en doute pas. Merci d'être avec nous. Et un très, très vieux Z. Oui, ben moi, Benjamin Boivin. je m'identifie comme Z. Peut-être que c'est la peur de la mort, du vieillissement. Oui. Je suis né en 96, donc selon les catégorisations, on va me rattacher aux milléniaux et d'autres vont me rattacher aux Z. Est-ce que tu ferais pas de l'appropriation générationnelle? d'une Oui, je certaine pense qu'il y a manière? peut-être un petit peu de ça là-dedans, mais je le fais sans aucune honte ni sans gêne. Donc, je m'identifie comme Z. Uh-huh. Je pense que ce qui est vraiment prioritaire, c'est ce que je pense de moi. Donc, voilà. C'est comment tu t'identifies, tu te définis toi-même. C'est ça qui compte. Exactement. Commençons avec cette question-là, justement. Vous avez déjà commencé à y répondre, mais développons un petit peu plus. Est-ce que vous vous reconnaissez dans votre génération? T'as lancé Ouais. le bal. Il y a Mais je trouve quelques que instants. c'est une bonne question. Et la réponse, j'ai envie de dire, c'est oui et non. Ça a l'air un peu kitsch de dire ça, mais j'ai vraiment l'impression, d'un point de vue générationnel, d'être le cul entre deux chaises, là, parce que j'ai beaucoup côtoyé des gens qui sont presque des milléniaux ou plutôt des Z de la trempe de Benjamin, là, qui ont comme 4 ou 5 ans de plus que moi. Donc, j'ai comme des repères ou des attaches avec ces gens-là. Mais parallèlement, mon frère et ma sœur ont 6 ans de moins que moi. Donc, eux, c'est des vrais Z, on peut dire. Tu as été élevé dans une fratrie de Z pur. Oui, c'est ça. En fait, tout le monde est Z chez moi, là, Ouais. de A à Z, si on peut dire. Ah, wow. Donc, mais vraiment, mon frère et ma sœur, qui sont des jumeaux, en fait, sont nés en 2006, eux. Donc, ils sont vraiment, disons, au milieu là, de la tranche générationnelle Ouais. Z. Ce qui fait qu'eux, on peut voir déjà des différences. Leurs amis ils sont à peu près tous pas baptisés et issus de familles séparées. Ce qui n'est pas nécessairement le cas de mes amis, par exemple, si je me compare aux gens là, de Où il y a un peu génération plus de 2000. Il y a de tout. Moi, j'ai fait des catéchèses à l'école. Je suis officiellement la dernière génération. Là, en première année du primaire, j'ai eu la catéchèse scolaire. Après quoi, on a fini de déconfessionnaliser les écoles. Faut dire que tu viens de la Beauce, là. Peut-être c'est peut-être pas les mêmes repas. On a tardé à au Québec. appliquer peut-être les recommandations ministérielles, je ne sais pas. Mais donc, j'ai un peu goûté disons, à la bouffe des milléniaux, là, à la bouffe culturelle des milléniaux. Ouais. Alors Mais que est-ce que tu connais le son de l'Internet? le son de l'Internet... Le son de l'Internet. C'est ça. Le ça. son de... Non. Ça, c'est un marqueur générationnel. Quel son fait Internet? Nous, on sait ce que ça fait comme Oui. son. Dis donc, Ariane, tu te reconnais dans cette génération? Bien, je pense que pour se dire millénial, il faut clairement avoir connu l'Internet lié à la ligne de téléphone, que tu peux pas répondre pendant que quelqu'un est sur Mais je me l'Internet. souviens de ça. Ça prend une première- bonne minute de ding, ding, doum, doum. Puis ça griche, puis on sait pas... Je Je sais n'ai pas pas d'où connu. vient ce son-là. Je n'ai pas connu cette expérience. Ben c'est ça. Fait que tu vois, t'es limite millénial puis Z, mais clairement, là, il y a Ça quelque dit chose vaguement ici, quelque là. chose? Je me souviens que le tout premier ordinateur qu'on avait en bas, là, c'était genre Windows XP. Windows... Peut-être parce que tu viens de la Peut-être Beauce Windows- aussi. Ça aussi, ça a Ouais, pris c'est plus pas ça. de Mais temps. mon à père arriver. là, criait, bon, raccrochez le téléphone. Il fallait passer un appel, puis là, on était sur Internet. Ou on fait l'inverse, fermer l'ordinateur, je ne sais plus trop. Et je me souviens aussi que chez ma mère, ça fait peut-être boomer, pourtant ce n'est pas une boomer, mais on n'avait pas Internet là, jusqu'à temps que j'ai 12-13 ans, donc 2012, là, je dirais. Donc,
on n'avait pas le problème de raccrocher. On avait juste peur. Ce qui est peut-être un trait millénial, je ne sais pas. En tout cas, les autres l'avaient, il me semble. Ouais, c'est Je ça. sais pas. Fait que, Ariane, est-ce que tu te reconnais, toi, dans ta génération de milléniaux, hormis ce son Oui, mélodieux de l'Internet que Oui. tu viens de nous interpréter avec grâce? avec beaucoup de mélodies. Oui, moi, je me reconnais dans les millénials, surtout sur... je pense que c'est beaucoup, de nos jours, un phénomène des réseaux sociaux, là, aussi. Là. C'est des catégories qui sont beaucoup utilisées pour classifier des publics, puis du contenu. Puis, moi, mon algorithme me montre beaucoup de contenu de Millennial Mom. Et clairement, il y a beaucoup de blagues là-dedans qui me rejoignent beaucoup. Il faut dire qu'au début, je pensais que les millénials, c'était les gens qui étaient nés en l'an 2000 et après. Donc, je comprenais pas du tout les blagues. Puis quand j'ai compris que les milléniaux, c'est les gens qui ont le souvenir de l'an 2000, qui étaient... Si t'es pas assez vieux pour te souvenir de l'an 2000, t'es probablement pas un millénial. Fait que, Qui ont eu conscience 4-5 ans, du- t'es à la limite, C'est ça. là. Mais puis donc, ils ont eu vraiment leur coming of age, leur moment de conscience là, D'éveil, sociale, politique, d'éveil, qui ont vécu l'an 2000 et tout ça. Donc, quand j'ai... Et le quand- 11 septembre aussi. et hein, le 11 ça fait septembre, partie et de tu sais, cette- que le crash financier en 2008, tu sais, que tous ces événements-là se sont passés à une époque où il était conscient, où on suivait l'actualité, où on en parlait à l'école, tout ça, ou pour ceux qui étaient plus vieux, qui l'ont vécu, là, les gens qui étaient peut-être en train d'acheter leur première maison en 2008, tout ça. Donc, ces expériences de vie-là, de les avoir vécues, puis les traits qu'on accorde aux millennials, oui, moi, je me reconnais dans beaucoup de ces choses-là. Là. On a fait beaucoup d'études parce qu'on nous disait faut étudier beaucoup pour avoir un bon travail. Au final, on a étudié beaucoup, puis on n'a pas plus de bon travail. On n'est pas capable de s'acheter des maisons. Notre village, en tant que mère, mettons, là, le fait que... oui, au Québec, on a des bons congés de maternité, mais on est tellement tout seul. On essaie d'élever nos enfants de manière bienveillante, puis là, comme nos parents comprennent pas qu'est-ce qu'on fait, donc essayent de nous aider, mais ils nous aident pas de la manière qu'on voudrait qu'ils nous aident. T'sais. Donc, cette situation-là, qui est peut-être commune aux Z, là, je dis pas le contraire, Au mais... vieux Z, là. Ouais, mais qui, clairement, est pas la manière dont nous, on a vécu notre propre enfance quand on était dans les années 80-90, là, par Clairement. rapport aux enfants d'aujourd'hui. Benjamin? Ben, c'est sûr que pour une personne comme moi, là, qui est vraiment comme à la frontière entre deux groupes générationnels, c'est peut-être là que la doctrine des générations est la plus inutile ou incertaine. Ouais. Parce qu'après tout, je veux dire, ce qui caractérise l'éthos millénial ou l'éthos des Z, ben, moi, j'ai un peu vécu à cheval entre les deux. Donc, moi, je suis issu d'un foyer où j'avais un frère plus vieux, significativement plus vieux que moi, Ouais. 5-6 ans plus vieux que moi, qui, lui, clairement, est un millénial tout craché. Donc, c'est un 90s kid, comme on dit. Là. Il a connu la Super Nintendo, la Nintendo 64, les NHL 96, 97. Ça, c'est vraiment l'éthos, la jeunesse milléniale par excellence. L'arrivée de l'Internet est expérimentée comme un événement dans la vie, a été expérimentée comme un événement dans la vie de mon frère. C'est vraiment comme une période où la littératie numérique s'acquiert dans la jeunesse. Elle n'est pas comme innée. Puis d'une certaine manière, en raison de ce contexte-là dans lequel j'ai grandi, on pourrait dire que j'ai un petit peu plus un côté millénial, là, parce que j'ai grandi dans une maison où l'influence culturelle la plus importante sur moi, c'est-à-dire mon frère aîné, hein, Ouais. c'est souvent le cas, ben, était un millénial. Il est toujours. Ou quel trait, ouais, tu t'en allais là, quel trait ou quels aspects de la génération Z, à quel trait tu te reconnais le plus ou tu t'identifies le plus? Bien, un élément significatif de la génération Z, peut-être j'anticipe sur des considérations ultérieures, mais c'est toute la question du sens. La génération Z est la première génération dans l'histoire du monde occidental à se poser, disons, des 50 dernières années, à se poser des questions relatives au sens de la vie et de considérer des réponses religieuses plus sérieusement. Donc, on assiste à un déclin du phénomène religieux à partir du début du 20e siècle qui est assez constant. Puis avec la génération Z, on assiste à un plateau. C'est un plateau qui est un peu fictif au sens où il y a beaucoup de gens qui quittent l'Église, mais aussi des gens qui y entrent. Et moi, je suis un converti, vraiment, je pense, représentatif de la génération Z dans ce sens où, moi, c'est des considérations, fin des années 2010, début des années 2020, c'est l'époque à laquelle je me suis converti. On est dans un type d'univers de référence différent où finalement
la prise pour acquis de l'athéisme comme norme sociale, une certaine idée du progrès social comme étant universellement acquis et disons, auquel on adhère sans trop se poser de questions, là, qui sont des traits vraiment typiquement milléniaux. Là. De manière générale, les milléniaux sont connus pour avoir une vision sociale plus progressiste, pas trop se poser cette question-là. Un certain scientisme aussi, peut-être? Un certain scientisme, puis aussi une certaine confiance que c'est la direction naturelle dans l'ordre des choses. Donc, les milléniaux, par exemple, certains vont avoir eu leur réveil politique ou le début de l'âge adulte à l'époque où, par exemple, aux États-Unis, Barack Obama est élu président. Donc, un certain optimisme politique, finalement, là, qui va être broyé complètement par l'expérience de la crise économique qui va donner le résultat qu'on connaît. Là, au début de l'âge adulte, les milléniaux, il y a une certaine désillusion. Moi, tout ça, d'une manière, c'est du passé. Là. Mon expérience de la réflexion sur les considérations sociales, mon entrée dans l'âge adulte, puis mon éveil politique. Bon, moi, je me suis intéressé à la politique puis à ces choses-là peut-être plus tôt que la plupart des gens. Encore aux couches, là, quand même. Mais de manière générale, les grands événements politiques qui ont marqué ma génération, c'est plus le Brexit, l'arrivée de Trump, l'explosion d'une sphère d'influenceurs religieux, l'éclatement du consensus de la social-démocratie et du libéralisme en Occident. Donc, au niveau Alors des que nous, on idées... s'est politisé avec la guerre en Irak de Bush, puis des trucs comme ça. Exactement. Être un jeune millénial conservateur, t'étais un nul. Un nul absolu. Il y a quelque chose de... T'étais une des quelques personnes qui a choisi le mauvais côté de la force. Un renégat, presque. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, en ce qui a trait à la génération Z, je pense qu'il y a un éclatement des visions politiques, beaucoup plus de diversité, beaucoup plus d'idées politiques, sociales, religieuses qui sont parfois étonnantes, peut-être dangereuses du point de vue de certains. Et moi, je pense avoir grandi dans un environnement qui, de ce point de vue-là, est plus caractéristique de la génération Z. Ça résonne comment? C'est vrai que, tu sais, ce que je constate, c'est qu'on j'ai une génération beaucoup plus polarisée, peut-être moins revendicatrice, parce que c'est vrai qu'il y a un côté très militant, tu sais, millénial, on peut penser au Québec à Gabriel Nadeau-Dubois, par exemple. Les causes écologiques aussi? Oui, causes écologiques, tout ce qui s'appelle écoféminisme, intersectionnalité des luttes et tout ça. Bien, rien qu'à voir la députation de Québec solidaire, par exemple, au Québec, c'est quand même des milléniaux. Ouais. Même leur effectif militant, disons, est surtout représenté par les gens de cette génération qui ont, dans la trentaine en montant. Alors que chez la Gen Z, on constate qu'il y a quand même une forte polarisation. Il y a des gens qui sont soit encore plus loin dans l'idéologie très à gauche, ou encore très à droite, le supporter de Trump décomplexé. Même, je disais que parmi la génération Z, il y a 36 % des femmes de la génération Z en France qui ont voté pour Marine Le Pen aux dernières élections, comparativement à 9 % à la fin des années 80, chez les femmes toujours. Ouais. Donc, c'est comme si, finalement, elle a triplé son appui là, chez la gente féminine. Chez les très jeunes femmes, Donc, il y a comme une manière décomplexée d'appuyer un extrême ou l'autre politique. Là, je pourrais parler de Jean-Luc Mélenchon, sans doute, et dire la même chose, sortir des statistiques semblables, mais bon, ce qui avait retenu mon attention, c'était vraiment... Marine Le Pen, puis je pense qu'on pourrait dire la même chose au Québec. Je veux dire, le Parti conservateur qui, quand même, prend une certaine force là où il n'y avait absolument aucune voix pour ce genre de formation politique au Québec auparavant. Bon, moi, je viens de la Beauce, c'est sûr, on avait Bernier, mais... Mais c'est pas juste des personnes, disons, de la génération X ou boomer, là, loin de là, qui appuient ces partis-là qui sont plus disons, moins proches du centre. J'allais dire dans les extrêmes, mais pas nécessairement, mais moins proches du centre du spectre politique. Donc, il y a des jeunes, beaucoup, qui soutiennent ces initiatives-là. Ben, c'est comme si, il y a comme une sorte de perte de confiance dans le progrès continuel auquel faisait allusion Benjamin, comme si, non, on peut pas persister toujours dans le progrès social tel qu'entendu par une certaine gauche. Puis il y a justement un retour, je pense, à des valeurs conservatrices aux États-Unis. Je pense que c'est flagrant, justement, avec ce que Charlie Kirk faisait, par exemple, dans les campus des lycées aux États-Unis. Là. Mais Benjamin, je crois que tu allais dire quelque chose là-dessus. Bien, c'est ça. Je pense que chez les milléniaux, ce qu'on remarque, c'est une espèce de quête vraiment authentique de la libération, là, finalement, là, de la recherche d'un certain progrès social qui, chez bien des Z, en fait, est considéré comme un exercice qui est cringe, pour utiliser une expression de bon latin. Finalement, ça nous rend presque mal à l'aise. On trouve presque ça un peu ridicule, finalement, cette espèce de confiance-là, que les choses vont se régler à la suite d'un parcours historique. Est-ce que c'est exagéré de dire que certains Z regardent ça avec un certain dédain, mépris? Et de ce point de vue-là, bien des Z vont mépriser à la fois la génération des boomers et des milléniaux, puis peut-être s'identifier un peu plus à la génération des X. Donc, il y a de quoi de bon dans cette expérience-là, parce que je pense qu'on libère notre vision de l'ordre social, qu'on est moins encastré dans disons, des dogmes politiques et sociaux. Mais d'une autre manière, je pense que c'est vraiment représentatif d'une certaine
perte d'espoir politique, d'espoir social, d'un certain cynisme. Qui est pas très loin du No Future de la génération X qui nous a précédé. C'est intéressant, ce mouvement de balancier. Je voyais dans tes notes quelque chose d'intéressant, Ariane, sur la... Ça va peut-être rejoindre ce que Mickaël disait dans ses expériences en classe comme professeur. Est-ce que tu as eu un moment... Je sais c'est quoi la réponse. Est-ce que tu as eu un moment... J'espère que moi aussi, je vais savoir c'est quoi la réponse. D'éveil ou de prise de conscience que... Oh, OK, je suis vraiment dans cette génération-là. Et entre les lignes, je ne suis vraiment pas de cette génération jeune-là qui est en émergence. Est-ce que tu veux développer là-dessus? Oui, c'est un petit peu comme j'avais dit plus tôt. Là, ça avait été vraiment via les réseaux sociaux, puis les blagues ou les articles que je lisais que ça me touchait, ça me rejoignait vraiment plus là, par rapport c'est ça, là, aux enjeux des études, du travail, des relations, que c'est vraiment différent. C'est plus par rapport aux plus vieux, par rapport à certains traits qui ont commencé peut-être chez les milléniaux puis qui se sont probablement accentués chez les Z, mais par exemple de l'impact des réseaux sociaux sur le bien-être, sur l'image de soi, le fait que les jeunes de nos jours, les jeunes générations sont tellement affectés par les réseaux sociaux, par les comparaisons, qu'il y a beaucoup plus de problèmes de santé mentale, là, que tout le monde est anxieux, stressé, déprimé, tout ça. Donc, c'est ça, puis que c'est intimement lié aux conditions dans lesquelles on a vécu notre jeunesse, parce que c'est sûr que, tu sais, mettons, un adolescent, c'est un être un peu torturé, tu sais, de toute époque, là, tu sais. Donc, il y a des choses qui arrivent, tu sais. Le concept de génération, je le trouve intéressant parce qu'il est vraiment à la croisée de deux autres phénomènes, qui est le phénomène de cohorte. Donc, les adolescents de tout temps découvrent des nouvelles choses, pensent qu'ils sont le centre du monde. C'est la première fois que tu vis une peine d'amour, tu t'imagines que ta vie est finie. Puis, tu sais, tes parents qui te regardent savent bel et bien que ta vie n'est pas finie. Ils sont passés par là aussi, puis, tu sais, puis tout ça. Il y a une distanciation et un rejet qui est sain et nécessaire aussi par rapport à la génération précédente. Oui, c'est ça. Les vieux, les jeunes sont tout le temps contre les vieux. Là, je veux dire, on lit ça dans les textes anciens, là, même. Là, donc, mais il y a aussi le phénomène d'époque. Donc, nous, par exemple, qui vivons tous en 2026, on a tous un téléphone dans notre poche. En un sens, les réseaux sociaux, on les a tous, là. Puis, tu sais, les boomers aussi, là, tu sais, ils ont tous leur téléphone. Puis, même s'ils sont pas nés avec, tout le monde est habitué de l'utiliser. Mais la génération, c'est vraiment l'idée de croiser ces deux phénomènes-là. Donc, de dire que de vivre à tel âge, à telle époque, ça va forger différemment. Ça va créer des points communs entre des personnes. Donc, par exemple, on parlait plutôt de, par exemple, la crise financière de 2008. T'sais, si quelqu'un qui a vécu ça à l'âge de la retraite en voyant toutes ses économies fondre puis ses perspectives versus quelqu'un qui en était rendu à acheter sa première maison puis qui voit le marché fondre, ou moi, je sais plus j'avais exactement à quel âge, mais plutôt adolescente, puis que là, tu te dis, OK, mais tu sais, qu'est-ce que ça veut dire pour mes études, mon entrée sur le marché du travail, quelle perspective est-ce que j'ai? Donc, un même événement va être vécu de différentes façons selon l'âge qu'on a, puis va nous forger différemment par rapport à notre avenir. On prend une petite pause, puis on revient justement sur certaines différences. On va développer un peu ce que tu viens d'expliquer, Ariane. Merci beaucoup. À tout de suite. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. De retour à On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant, Benjamin Boivin, Ariane Blais-Lacombe et Mickaël Grenier. Ah, tiens, tu t'appelles Blais-Lacombe, le nom, double nom de famille. Oui. C'est quand même caractéristique, ça, non? Oui, puis c'est vraiment... puis je pense qu'on... Hein? Ah oui, on a tous des noms composés. Mais c'est ça, on a tous des noms composés. La plupart, les milléniaux, c'est les enfants du divorce, là, tu sais. Beaucoup, je pense... T'as deux noms, mais tes parents sont séparés. Ah, mes parents sont séparés, là, oui, puis je pense que c'est peut-être lié aussi, j'imagine. Je sais pas. T'es marié à un gars qui a deux noms aussi. Fait que quand nous est venu le temps de choisir les noms pour nos enfants, mais je veux dire, je remarque aussi que beaucoup de les enfants de nos jours, je pense qu'il y en a moins qui ont des noms composés. Il y a beaucoup de gens qui ont dit « c'est beaucoup trop long écrire mon nom ». Ou maintenant, on veut, au contraire, on veut faire une famille, on veut être les un tel, puis on va choisir un nom, puis on va tous avoir le même nom.
Puis non, on n'est pas... Les femmes prennent pas vraiment encore les noms de leur mari. D'ailleurs, En fait, au c'est Québec, illégal au c'est pas Québec. permis. Il y en a probablement qui le feraient, mais reste que il y a beaucoup aussi dans les générations. Tu sais, on peut dans une fratrie être de plusieurs générations. Il n'y a pas une correspondance exacte entre les Z sont les enfants des X, puis tous les milléniaux sont tous des enfants de boomers. Il y a un peu de variété, mais reste que le contexte dans lequel on grandit aussi, des fois, sert de repoussoir. Puis ça anime une certaine hostilité entre les générations où ça fait que, c'est ça, beaucoup de gens de ma génération qui ont 2 noms de famille ont choisi d'en donner un seul à leur enfant. Ou comme on parlait plus tôt, les Z qui ont grandi vraiment dans un néant spirituel, là, en fait. Il y a beaucoup d'anciennes générations qu'ils grandissaient dans un contexte religieux, puis ça pouvait servir de fondement ou de repoussoir, mais que beaucoup des Z qui se convertissent, c'est qu'ils ont juste aucune connaissance. Ils n'ont pas tant de préconception, ils n'ont pas tant d'expérience de « Ah, j'ai vécu ça, j'ai entendu ça, dans ma jeunesse, ça m'évoque ça ». Ils ont juste un rien. Ils rentrent dans l'Église, mais on peut même pas dire qu'ils reviennent à l'Église. Non, c'est c'est comme ça. tout est nouveau. Nous, on est la dernière génération qui peut dire « Ma grand-mère a vécu telle oppression de la part du curé. Ouais. Mais l'autre génération, tout de suite après, n'a pas ces référents-là, n'a pas la ref, comme diraient les Z. J'aimerais qu'on souligne quelque chose à grands traits tout de suite. Le concept de génération, on en parle comme si ça allait de soi, là, ou presque, là, depuis le début de l'épisode. Mais ça fait un peu polémique, dans le sens où c'est pas tout le monde qui accepte de catégoriser les gens de cette manière-là. Il y en a qui vont dire que c'est même réducteur, que c'est pas si utile, pas si opérant comme concept. Vous en pensez quoi, Benjamin? Ben, je veux dire, quand on catégorise, on fait des généralités, puis on gomme toujours des cas particuliers. Évidemment, il y a des Z qui ont un petit côté guerrier, justice sociale, classiquement millénial, puis il y a des milléniaux qui sont plutôt cyniques. Donc, évidemment, il y a plein de cas particuliers, puis toutes les personnes sont différentes, puis les générations ne sont pas, par exemple, aussi différentes les unes des autres que le sont les sexes ou les espèces. Évidemment, c'est des constructions sociologiques qui, à mon avis, sont, cela dit, généralement utiles et pertinentes, qui permettent de comprendre des tensions sociales, des évolutions dans la société, des régressions dans la société, des tensions politiques, des différences religieuses. Puis je pense que, de manière générale, ces constructions sociologiques-là, lorsqu'on les reconnaît, par exemple, par l'humour ou par des produits culturels, on voit qu'elles disent quelque chose qui colle au réel, même si c'est parfois imparfait, même si tous les cas de figure, finalement, ne collent pas parfaitement là, comme une main dans un gant. Si c'était un concept inutile, ça serait étonnant que l'ensemble du marketing, du capitalisme, plus globalement, s'y attarde autant et cible les gens et divise les catégories de génération en marché. Oui. Évidemment, après, il y a un phénomène de co-constitution. Là, quand on explique aux gens qu'ils appartiennent à un tel groupe et puis qu'on... Qu'ils devraient consommer. À coup de mimes, de gifs puis de vidéos TikTok, on les instruit à se concevoir comme appartenant au dit groupe par opposition aux autres. Bien, on construit le réel un peu avec ça. Ouais. C'est ça, exactement. Puis je pense que c'est au bénéfice des entreprises de faire croire aux gens, justement, qui appartiennent à un certain groupe ou segment de la population dans le but de leur vendre quelque chose. Là. Je pense notamment, il y a une publicité demeurée célèbre là, de Pepsi dans les années 80, la Pepsi Generation avec Michael Jackson, tout ça, qui était assez jeune à l'époque. Là. Je me demande même si c'était pas que les... en tout cas, mais bref. Donc, il y avait le désir d'associer une génération à ce produit-là dans le but, de remplacer le Coca-Cola qui avait la majorité des parts de marché. Mais donc, on espère toujours remplacer. Et même d'ailleurs au Québec, mais la Gen Z va bientôt être la plus nombreuse sur le marché du travail. Bien, pas plus nombreuse, mais enfin, la plus nombreuse que les boomers. Donc, on voit que, veut pas, il y a un effet de remplacement qui est irrésistible avec le passage du temps. Même si, comme disait Benjamin, les frontières des générations sont poreuses. Puis tantôt, Ariane, tu faisais allusion au fait que c'est ce qu'on vit dans l'enfance ou dans le tout début de notre vie adulte qui vient comme éveiller le sentiment d'identification générationnelle. Mais quand tu disais ça, je pensais à justement la mère d'un de mes meilleurs amis. C'est la dernière d'une famille de 14 enfants. Donc, étant donné que c'est la dernière, tout le monde est plus vieux, donc toute sa fratrie est boomer. Alors qu'elle, c'est une milléniale, mais elle résonne comme une boomer. Elle a mené, on pourrait dire, une vie de boomer, si je peux dire. Si j'avais à la classifier juste de ce que je connais d'elle, de sa façon de parler, de se vêtir, de se comporter, parce que, justement, étant donné que ses repères familiaux
étaient boomers, ben, Ouais. ça a comme engendré ce produit-là, même si à l'échelle sociale ben, là, ou sociétale, en tout cas, elle appartiendra à une autre génération. Là. On parle de... C'est Oui, sûr, vas-y. c'est sûr qu'il y a des frontières poreuses, Ouais. puis il y a aussi d'autres choses il y a d'autres catégories sociales qui sont pertinentes. Tu sais, tu parlais du genre, la nationalité, tout ça. Puis, tu sais, surtout dans les familles, là, le rang dans la famille, je pense, détermine compte, beaucoup. Ben ouais. Mais tu parlais aussi de publicité, puis de médias, puis ça, je trouve que c'est vraiment intéressant aussi parce que à une certaine époque, les médias étaient beaucoup plus grand public en ce sens où, tu avais la télévision, tu avais un certain nombre de postes, puis tout le monde écoutait la même chose à la même heure. Fait que, tu sais, les émissions pour femmes au foyer passaient 2 jours, 2 semaines. Il y avait puis le hockey du le samedi soir, soir, c'est pour tout ça. le monde, Puis les ouais. publicités qui passaient, tu sais, c'était vraiment... Tandis que maintenant, avec les réseaux sociaux, on n'est plus tant dans le broadcasting, on est plus dans le narrowcasting, où, tu sais, on a tous un téléphone, on a tous la même application, mais on va tous être exposés à des contenus différents. Puis ça fait peut-être qu'il y a un peu plus de sous-catégories à l'intérieur. Tu sais, il y a toujours eu des sous-cultures à chaque époque. Ouais. Mais que maintenant, avec les algorithmes puis la manière dont les messages autant publicitaires que, essentiellement publicitaires, parce que même ce qu'on voit sur YouTube, c'est d'une certaine manière de la publicité, mais tu sais, les contenus culturels qu'on consomme, tout ça, vont être vraiment ultra ciblés, puis de moins en moins, les gens d'un même âge vont consommer des mêmes contenus. L'utilisation de ce genre de produit-là, moi, je trouve que c'est un des meilleurs exemples pour bien comprendre les différences entre les générations. Par exemple, le téléphone intelligent est reçu par la génération des boomers massivement avec de l'enthousiasme et avec très peu d'esprit critique, en fait. Le boomer, par définition, c'est celui qui... Hier, c'est le passé. Aujourd'hui, c'est le futur. On va en avant. T'sais, il faut avancer, il faut progresser. Moi, j'ai des oncles, des tantes boomers qui ont connu l'époque où, je veux dire, il fallait prendre une calèche pour aller à la messe. Ils n'ont aucune forme de nostalgie pour cette époque-là parce qu'eux sont très contents aujourd'hui de pouvoir passer tout leur temps dans un appartement, une grosse tour avec leur tablette, puis jouer au crible sur leur tablette électronique. Puis ça leur apparaît pas comme une régression ou comme un anéantissement de leur dignité de personne humaine que de vivre dans ces conditions-là. Donc ça, c'est le rapport Alors boomer. que toi, tu meurs d'envie d'aller à la messe en calèche. Je veux dire, c'est... Le rapport... Non, mais c'est vrai, on rigole, mais c'est... Voilà. C'est ça. Non, mais c'est pour pousser Oui, oui, non, l'illustration c'est ça. jusqu'au bout. Ça, c'est le rapport boomer. Les X sont, à mon avis, à bien des égards, un rapport similaire au boomer, où finalement, je veux dire, c'est de la nouveauté. On voit qu'ils le reçoivent assez bien. Les milléniaux, eux, ben, c'est comme les conditions dans lesquelles ils sont nés, dans lesquelles ils ont évolué. Ils l'ont reçu à travers le temps, la progression de leur vie. Puis pour la plupart, à l'exception des milléniaux les plus jeunes, ont encore relativement peu d'esprit critique par rapport à ça. Les plus critiques de ce type de technologie-là et de leur impact sur la vie, ce sont ceux qui les utilisent le plus et qui les ont toujours utilisés. C'est les aides. C'est des aides, comme tu dis, qui peuvent avoir une forme de nostalgie pour la messe. D'un passé qu'ils connaissent pas. D'un passé qu'ils ne connaissent pas, finalement. Un sentiment de trahison intergénérationnelle où, finalement, on les a privés de grands biens qui ont été anéantis en vue de petits biens dont les mérites sont contestables, comme la tablette électronique, par exemple. Et donc, moi, je pense que l'usage, le rapport qu'on entretient au téléphone intelligent, là, on voit très clairement à travers les générations comment il y a des différences majeures, puis elles sont parlantes sur l'éthos, la mentalité, l'esprit de chacune de ces générations-là. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très subi dans la génération Z. Je pense notamment à l'exemple du fameux référendum. Là. Il y a plein de reportages de Radio-Canada présentement là-dessus. Ça débat dans les cégeps. Les jeunes de la Gen Z voudraient qu'il y ait un référendum, appuient massivement le Parti québécois parce qu'ils disent « nous, on n'a jamais voté. On n'a jamais eu l'occasion de se prononcer comme si, comme tu disais, la génération suivante, les boomers, avait reçu cette nouveauté-là comme étant assez, justement, belle et neuve et fonctionnelle, comme un progrès. Mais ces jeunes-là qui cheminent dans le même système, issus de la Révolution tranquille, c'est comme une nouveauté un peu usée. Là, il s'agit de regarder les écoles publiques. C'est des vieilles écoles, c'est des vieux hôpitaux, tout ce qu'on a construit qui était beau et neuf à une certaine époque. Aujourd'hui, c'est du prélat sur un plancher qui couvre un plancher de bois franc. C'est ça, donc on se demande un peu, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on reçoit ça? Et si oui, avec quel genre de critique, quel genre de remodelage? C'est intéressant, ça, les jeunes qui vivent dans ce qui était la gloire de l'État-providence, de toute la construction de la société par les générations qui ont précédé.
cette gloire-là, il serait supposé s'en réjouir puis vivre dedans avec enthousiasme, mais finalement, ce qu'il voit, c'est l'état de délabrement de ce rêve-là. Ils le subissent quotidiennement. On parle, entre autres, des écoles polyvalentes, des écoles secondaires qui sont franchement en piteux état. On avait des reportages récemment aussi sur l'état des cégeps, que c'est comme le summum du modèle québécois, le cégep, la démocratisation du savoir. Et là, il y aurait à peu près tous les cégeps de la province qui sont dans un très piteux état matériellement, sans compter le contenu, en tout cas les enjeux éducationnels là, qui sont plus au niveau du fond. Mais le cynisme, il vient pas de nulle part, finalement. Là. Non, mais d'une manière, on vit dans Blade Runner. Je veux dire, on vit dans un monde où il y a effectivement beaucoup d'appareils technologiques très avancés qui, en bonne partie, servent à captiver notre attention, à nous voler notre temps, notre énergie. La génération qui nous a fourni ces appareils-là, d'une manière, semble en être captive. Et il y a toute une partie de la population, un genre de lumpen prolétariat, là, qui vit comme dans des conditions matérielles qui, de fait, ne sont pas excellentes, qui ne sont pas représentatives des espoirs que portait la génération boomer, des promesses, finalement, de cette époque-là. Là, le début d'un temps nouveau, je veux dire, on voit bien aujourd'hui ce que ça a donné. Et il y a un profond cynisme, un profond sentiment de trahison. Et lorsqu'on parlait un peu plus tôt de... C'est comme d'une manière naturelle que la nouvelle génération condamne la précédente, qu'il y a un rapport comme d'hostilité intergénérationnelle. Je pense que ce qui fait l'originalité de la génération Z par rapport à d'autres époques où on a d'hostilité intergénérationnelle, c'est que la génération Z n'en veut pas aux boomers ou aux X d'être trop conservateurs. Au contraire. Dans bien des cas, en fait, ils leur en veulent d'avoir tiré le tapis sous leurs pieds, de les avoir privés d'un héritage, puis de les laisser dans des conditions de vie qui sont indignes de la personne humaine. Mais là, à nous écouter parler, est-ce qu'on peut se demander, là, est-ce que l'histoire, c'est juste un balancier où on fait juste repousser ce qu'on a vécu en grandissant? T'sais, est-ce qu'on va alterner entre athéisme, puis là, on va tous se reconvertir, puis là, on va essayer de transmettre ça à nos enfants, puis là, ils vont tous dire non, on veut rien savoir, on va être des athées? Ou même chose avec progressisme, conservatisme, puis... L'éternel retour. Ben, il y a deux penseurs américains qui ont essayé de théoriser ça, puis je pense que ça teinte notre idée des générations, justement. Ils s'appellent Strauss et Howe, H-O-W-E, je ne sais pas si on doit dire Howe. Bref. Mais ces deux-là qui ont pris, toutes les générations anglo-saxonnes, donc américaines, mais d'abord anglaises depuis 1433, je pense, donc le roi Arthur, là, littéralement, jusque les années 60 environ aux États-Unis, et qui ont théorisé qu'il y avait comme un cycle, donc 4 générations. Il y a les héros, il y a une génération qui est plus silencieuse ensuite, puis etc. Ce qui fait qu'en 100 ans, on a complété un cycle. Les générations sont parfaitement divisées en 4 quarts de siècle. Puis ça revient. Ça revient constamment. C'est un peu leur théorie. On voit les faiblesses de ça parce que l'histoire n'est pas aussi cyclique ni aussi linéaire et prédictible, mais je pense que ça teinte un peu, mais il y a quelque chose de vrai là-dedans, possiblement, justement, parce qu'il y a une génération qui reçoit l'héritage des deux précédentes. Et puis... On est déjà rendu à la moitié de l'émission. Peut-être prendre 4 secondes là, pour proposer, disons, une certaine typologie des générations. Là. On parle des boomers depuis tantôt. C'est variable, hein. On s'entend, là, il y a plusieurs façons de catégoriser, mais... pour les biens de l'exercice, là, ici, on s'entend pour dire qu'on parle environ des gens nés entre 46 et 64, plus ou moins. C'est d'ailleurs des catégories que tu as conservées pour un des articles que tu vas publier bientôt, Benjamin. Oui, on a un peu travaillé sur la question des générations récemment au Verbe. Donc, on a eu un article récemment sur le mouvement de conversion chez les Zoomers. On s'apprête à publier un article aussi sur la question du brain rot, l'usage immodéré de contenus de faible qualité en ligne chez la jeune génération. On a aussi une entrevue avec l'excellent chroniqueur américain au New York Times, Ross Douthat, qui aborde aussi cette question-là de la transition intergénérationnelle sous le rapport du religieux, de la réception du religieux chez les Zoomers. Et puis ça, c'est des catégories, celles que tu nommes, qu'on a choisi de retenir pour diverses raisons. Les X, 65 à 79. Tout de suite après, suivent les milléniaux, dont on fait partie, de 80 à 94. Bon, 94, c'est intéressant parce que c'est discutable. Mais en tout cas, au milieu des années 90, c'est vraiment l'arrivée ou la démocratisation d'Internet. Internet existait avant ça, mais c'est l'entrée d'Internet dans les foyers, en tout cas en Occident.
et les Z qui sont ceux nés au milieu des années 90, donc 95, mettons, jusqu'à 2009, et les alphas qui sont nos enfants, finalement, 2010 à 2024. Bêta, bien, ceux nés à partir de maintenant. Il y a comme aussi un... En tout cas, je ne sais pas à quel point c'est scientifique, tout ça, mais on dirait qu'il y a un rétrécissement de la durée des générations, l'amplitude ou l'amplitude des générations tend à se réduire. Est-ce que ça serait un signe de l'accélération du monde? Le fait que les événements vont plus vite, que de plus en plus d'événements marquants qui deviennent des marqueurs d'une certaine culture, d'un certain état pour une cohorte donnée. Vous pensez quoi de cette théorie? Mais je pense que Mannheim, qui a théorisé le premier le concept de génération, un sociologue, il disait justement que ça dépend des régions culturelles du monde. En fait, il n'y a pas la Gen Z pour le monde entier. Bon, on en parle beaucoup parce que, bon, j'ai vu qu'au Maghreb, il y a beaucoup de soulèvements de la Gen Z, bon, tout ça, dans d'autres pays. Ouais. Mais est-ce que la génération boomer est la même en... Bon, boomer, c'est vrai qu'il y a eu 68 en France, qui coïncide un peu avec la Révolution tranquille ici, mais je ne pense pas que ça soit vrai de toutes les générations. Notamment quand on regarde, mettons, la réalité de l'Église au Québec. La France ont eu le Concordat en 1905, donc la laïcité est beaucoup plus ancienne pour eux. Donc l'Église a eu le temps de rebondir, de se relever, et on le voit, là, il suffit d'aller en France, dans n'importe quelle messe, il y a 10 fois plus de jeunes que partout au Québec, quoi. Donc, je pense qu'il y a aussi des choses qui sont situées géopolitiquement qui permettent de, disons, considérer de manière variable le concept de relativiser, c'est ça, le concept de génération. Ariane? Oui, clairement. Ça, je me souviens d'un prof d'université, quand j'étais jeune, qui m'avait déjà dit « Tu as tellement plus en commun avec un jeune de ton âge ailleurs dans le monde qu'avec... » d'autres Québécois, parce qu'ils voyaient mon attachement au Québec, puis ils trouvaient ça... je pense qu'ils voulaient me secouer un peu, puis, tu sais, ça, ils disaient, finalement, la nationalité, c'est pas tant un critère pertinent. Tu as beaucoup plus en commun avec les gens d'ailleurs, mais c'est vrai que les générations se déploient différemment dans différents contextes culturels. Au Québec, on a l'expression « la génération passe-partout ». Clairement, il n'y a personne ailleurs dans le monde là, qui est dans la génération passe-partout. Qui est un programme télévisuel pour les jeunes. Dans les années 80, 90. Que nous n'avons pas connu. Non, malheureusement. Mais il y a eu un nouveau passe-partout, je crois, pour les générations. Plus les alphas, peut-être? Peut-être qu'ils seront eux aussi la nouvelle génération passe-partout. Mais pour revenir sur ta question sur l'accélération, c'est intéressant parce que j'ai quand même posé la question à ma mère. Toi, t'es une boomer, qu'est-ce que t'en penses? Puis elle a dit... En fait, tout le monde à qui j'ai posé la question a dit qu'ils s'identifiaient pas tellement à leur génération. Fait que ça fait écho à ce qu'on disait tantôt. Ils assument pas, peut-être. Ou, c'est vrai que c'est pas... elle disait, les boomers, dans ma tête, c'est des gens qui ont trouvé une job au gouvernement à 22 ans, ont travaillé toute leur vie pour un seul employeur, ont pris leur retraite à 55 ans, ont une belle retraite, font des beaux voyages chaque année, ont une moto, non, un Spider, qu'elle a dit. Elle-même est capable de rire un peu. Ta mère, il y a quelque chose de vrai là-dedans, mais je veux dire, moi, je suis un zoomer, ou disons que je suis un vieux millénial, si c'est pour vous faire sentir mieux, un peu vous deux. Mais je veux dire, moi, j'ai une maison en banlieue, une minivan, puis 3 enfants. Là, je veux dire, je vis comme un boomer d'une certaine manière. Évidemment qu'il y a un taux de variation important au niveau individuel. Là. Puis après ça, les boomers, il y a différentes saveurs de boomers. Là. Il y a le boomer un peu plus hippie qui passe 2-3 mois en Inde chaque hiver. Il y a celui qui a un Westphalia qui fait le tour des Walmart aux États-Unis. Il n'y a pas juste un modèle. Là. Il y a une couple d'options. Mais par rapport à l'accélération, elle a soulevé ça aussi. Elle a dit, il me semble qu'avant, ça durait plus longtemps, on était plus... Puis c'est vrai qu'aujourd'hui, les choses s'accélèrent beaucoup plus rapidement. On le remarque dans toutes sortes de choses, notamment les innovations technologiques, le domaine de la mode. Hein? Avant, je veux dire, on avait 2 collections chaque année. Maintenant, on en a à peu près 45. Puis dans l'évolution du mode de vie, puis c'est un phénomène qui s'observe tout au long de l'histoire humaine. Là, mais je veux dire, tu regardes l'homme préhistorique, il a vécu de la même manière pendant 200 000 ans. Là, puis là, juste depuis 2000 ans, mais on vit plus pantoute pareil. Depuis 200 ans, on vit plus pareil. Puis même si on regarde, je pense, dans les 20 prochaines années, je pense que je suis même pas capable d'imaginer à quel point notre mode de vie va changer, notre façon d'envisager les relations humaines, le travail, où on habite, comment on se déplace, comment... peut-être l'écart. Moi, je suis pas du tout d'accord avec cette proposition-là de fait. Moi, je pense qu'il y a plusieurs phénomènes. Là. Cette idée d'accélération de l'histoire, je veux dire, d'une certaine manière, aujourd'hui, on vit, hormis la machine à diversion qu'on porte toutes dans notre petite poche, là, le téléphone intelligent, hormis ça, là, je veux dire, on vit de façon beaucoup plus semblable à, disons, il y a 25 ans, en 2000, qu'en 2000, on vivait par rapport à 75.
les infrastructures qu'on habite, les institutions qui nous dominent, le style de vie qu'on mène n'est pas très différent, en fait. Les cégeps n'ont pas été rénovés. De manière, moi, je trouve que de manière choquante, en fait, je trouve qu'on est dans une époque de stagnation où les choses ne changent pas aussi rapidement, peut-être, qu'on pourrait l'espérer. D'ailleurs, la thèse de Ross Douthat. Oui, c'est ça. Ross Douthat lui parle d'une certaine décadence, d'un certain ralentissement du développement technologique, hormis les questions relatives au divertissement. Puis ça, je veux dire, j'appelle pas ça un progrès. Mais Ross Douthat se questionne un peu de fait sur la valeur de sa thèse depuis l'entrée en scène de l'intelligence artificielle. Ça, c'est un autre débat. Je pense qu'un autre facteur qui fait en sorte qu'on a des découpages générationnels de plus en plus étroits, c'est une moins grande tolérance pour la généralisation. Je veux dire, si on imagine, par exemple, la génération des boomers entre 45, 46 et puis le milieu des années 60, je veux dire, évidemment, si tu nais en 1945, là, le style... Toi, tu as eu la messe en calèche, mais si tu nais en 62, la messe en calèche, c'est non, là. Toi, tu as la messe Kumbaya, puis tu y vas en station wagon. C'est pas la même expérience. On fait une généralité, puis on tolère une diversité dans cette généralité-là. Ouais. Puis je pense qu'on a une culture aujourd'hui qui est beaucoup moins tolérante de construire des groupes ou d'être inclus dans des groupes où on voit de la diversité. À partir desquels on essaie de réfléchir. C'est pourquoi on parle de on connaît l'intersectionnalité. Fait qu'on veut plus Voilà. être une grande catégorie, on veut être le croisement de... On va être dans un gros diagramme de Venn avec plein de catégories différentes. Identité multiple. Puis c'est pour ça qu'on retrouve de plus en plus la question des microgénérations ou des intergénérations. Par exemple, il y a des démographes qui vont parler d'une génération à l'interstice entre la génération X, entre la génération des milléniaux et la génération Z, à laquelle, théoriquement, j'appartiendrais. Ouais. J'ai l'impression que là, entre une généralisation abusive puis une incapacité à comprendre le réel à partir de catégories, là, il y a comme un juste milieu qu'on devrait chercher à conserver. C'est ce qu'on fait ici. On continue Voilà. après la pause pour parler des générations à l'intérieur de l'Église et du rapport des générations. On a commencé à en parler d'ailleurs à la chose spirituelle, à la foi, plus précisément. À tout de suite. Révélation, des histoires vraies, des vies transformées, des témoignages extraordinaires de gens ordinaires, des récits authentiques et pleins d'espérance à écouter et réécouter ensemble. De retour à On n'est pas du monde, toujours accompagné de Michael Grenier, Ariane Blais-Lacombe et Benjamin Boivin. Je tiens à ce moment-ci de l'émission de mettre sur la table une citation de la Bible. À la toute fin du livre de Malachie, je vais sortir mon téléphone intelligent. C'est-tu boomer de faire ça ou millénial? À la télé, comme ça, je sais pas. À la télé. Le livre de C'est Malachie, mal, ça, c'est sûr, qui est la fin... C'est certainement mal. Le livre de Malachie, qui est le tout dernier de l'Ancien Testament dans la Bible, se termine par la phrase suivante. Il ramènera, Dieu, ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères pour que je ne vienne pas les frapper d'anathème le pays. C'est intéressant parce que l'Ancien Testament se termine avec cette prophétie de réconciliation intergénérationnelle. Et qu'est-ce qu'on retrouve à la page suivante, c'est-à-dire au tout début du Nouveau Testament, le début de l'Évangile de Matthieu avec la longue généalogie de Jésus, où le Christ, le Messie, s'inscrit dans une génération de paumés, disons-le, de tout croche, avec toutes sortes d'histoires pas toujours glorieuses, et lui vient récapituler, réconcilier tout ça. C'est quand même formidable que la prophétie s'accomplisse en Jésus-Christ. Est-ce que ça voudrait dire que par nous-mêmes, on n'est pas capable de se réconcilier entre générations? C'est intéressant, mais peut-être qu'il faudrait corriger Malachie et dire les arrière-grands-pères avec les fils ou quelque chose du genre. Parce que si je prends mon grand-père, on pourrait dire que c'est un très vieux boomer, par exemple. Un très vieux, il m'aimera pas, là, il va m'écouter. Mais je veux dire, il est né en 46, donc c'est vraiment la toute limite. Ouais. Ma grand-mère en 48. Donc, mais il y a quelque chose, de leurs parents, de ce qu'ils ont reçu. Et ils vont à la messe, tous les dimanches, etc. Ils ont une pratique religieuse, ils prient, etc. Mais chez les boomers un peu plus jeunes, là, il y a le phénomène du Westphalia et tout ça que soulevait Benjamin. Donc, il y a vraiment, deux types de boomers peut-être. Et si on va dans l'église paroissiale moyenne au Québec, je ne suis pas certain que ce sont majoritairement des boomers qu'on voit. Il y a des gens encore plus âgés que des boomers. Ouais. Parce que les boomers, ce sont vraiment eux qui ont rejeté, en fait, le cléricalisme, là, et avec ce bébé, l'eau du bain qui était la religion. Ouais. Donc, enfin, c'est le bébé qu'il ne faut pas jeter, je sais plus. Là, j'inverse les deux, mais je veux dire, on a abandonné la pratique parce que l'identité québécoise, depuis des siècles, était tellement... on disait même pas québécoise, d'ailleurs, on disait française puis canadienne-française, imbriquée intimement avec l'identité catholique. L'un n'allait pas sans l'autre. Il n'y avait que les Anglais qui n'étaient pas catholiques. Ils étaient anglicans, d'ailleurs, pas athées ou autre chose. Donc, il ne fallait pas leur parler, etc. Sauf les Irlandais, mais ça, c'est une... Oui, c'est une catégorie à part, là, mais
Parce que d'ailleurs, même les gens ne faisaient pas la différence. J'ouvre une parenthèse, mais en Beauce, il y avait des Anglicans dans un village d'où je viens, là, Saint-Benjamin, Cumberland Mills. Il ne fallait pas leur parler, mais il y avait des Irlandais que les gens prenaient Associé. pour des Anglicans alors qu'ils n'en étaient pas, là, vu qu'ils parlaient anglais. Mais bon, je ferme cette parenthèse. Donc, les gens ne faisaient pas nécessairement la différence. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en abandonnant, finalement, la religion, bien, on a abandonné presque tout un pan de la culture québécoise. Et c'est comme si, d'une certaine manière, aujourd'hui, si je ressuscitais mes arrière-grands-parents, qui très certainement priaient dans la rue, ils ne fitteraient même pas dans ce qu'on catégorise aujourd'hui comme étant des valeurs québécoises, c'est-à-dire la laïcité, l'athéisme, etc. Bon, défendu par notamment son porte-étendard, là, Jolin Barrette et compagnie. Donc, c'est presque comme si ce qu'on catégorise aujourd'hui comme québécois, c'est l'anti-Québec d'il y a un siècle. Uh-huh. En tout cas, c'est mon impression. Je ne sais pas ce que vous en dites, là, mais... Est-ce que... Ben... Ouais, je reviens à ma question. Est-ce qu'il y a une réconciliation possible, selon vous? Et si oui, dans quelles conditions? Pour parler de réconciliation, il faut d'abord reconnaître qu'il y a un certain clash ou une certaine distance là, qui s'est créée. De fait, dans l'Église, au Québec et partout en Occident, parce qu'il y en a là, des boomers dans l'Église, là. Certes, il y a peut-être moins de boomers dans l'Église qu'il y en a dehors, mais il y en a quand même pas mal. Et de fait, dans l'Église, partout en Occident, il y a une rupture intergénérationnelle majeure. Et l'une des causes de ça, c'est que il y a toute cette génération de zoomers et de milléniaux un peu plus jeunes qui débarquent dans l'Église avec ses grands sabots et ses mimes de pidose avec la tiare et puis ces histoires de Franco sur un cheval puis des histoires d'Empire romain. Donc, il y a tout un univers culturel qui performe le traditionnalisme, là, des histoires de tradwife et puis d'hommes virils qui bûchent du bois. Ça, c'est comme un espèce d'éthos zoomer qui pénètre l'Église avec la pandémie et les années qui suivent. Mm-hmm. Et ces gens-là débarquent dans les églises au Québec, partout en Occident, avec leurs préoccupations propres, leur mentir pour les jeunes filles et les jeunes femmes. Et puis, ces gens-là débarquent dans une église qu'ils imaginent, mais qui n'existe pas en réalité. La tiare, c'est fini, la mantille, c'est fini, le chant grégorien, c'est fini. Et ce qu'on a, c'est des histoires avec des pianos électroniques et puis des chansons... Une batterie. Voilà. Donc, l'Église que reçoivent les zoomers n'est pas celle qu'ils espèrent. Et puis, en bons jeunes, ils se révoltent, puis ils brassent un peu de la merde. Si bien qu'on se ramasse avec un gouvernement dans l'Église catholique dans les, disons, 15 dernières années. C'est l'épiscopat, c'est le pontificat, c'est un peu tout ça, qui ne sait pas trop comment réagir à cette émergence, disons, d'une nouvelle génération plus conservatrice et qui se crispe. Et dans cette lutte intergénérationnelle-là, ben, on a des acteurs très forts. Je veux dire, on se souvient de l'époque du pontificat du pape François, qui a beaucoup critiqué cette tendance parfois excessive au traditionnalisme, qu'il décrivait comme une forme de rigidité psychologique qu'il reconnaissait chez des jeunes fidèles et des jeunes prêtres. Et avec l'arrivée de Léon XIV, peut-être on peut espérer une réconciliation entre les générations. Parce qu'après tout, Léon XIV, c'est le premier boomer de l'histoire de l'humanité à siéger sur Peut-être que ça va te réconcilier avec les boomers, en effet. Ben, je veux dire, écoute, il y en a des meilleurs que d'autres. On peut bien dire les boomers dans l'Église sont comme ci, comme ça, mais ils ont gardé le fort. Ils sont encore là. Il n'y a pas de doute. Je veux dire, les personnes... Contrairement à la majorité de leur cohorte. Je veux dire, les boomers qui restent dans l'Église, c'est ceux qui, voyant leurs frères, leurs sœurs, leurs cousins, leurs cousines quitter, sont restés. Hey, et puis, l'Église qu'ils ont menée, qu'ils ont portée jusqu'à ce jour, on en a besoin pour rebâtir, pour reconstruire, pour créer de l'unité dans les communautés. Là où je m'en allais, c'est que tous les boomers ne sont pas pareils, tous ne sont pas représentatifs du même ethos. Puis, par exemple, Léon XIV, je pense, cherche de manière claire à reconstruire l'unité en conservant des éléments plus traditionnels, notamment sur le plan de la liturgie ou des vêtements de liturgie, des choses comme celles-là qui sont... On peut trouver ça ridicule, hein, mais je veux dire, les zoomers, beaucoup d'entre eux sont très attachés à ce genre de choses-là, tout en maintenant les préoccupations pour les enjeux contemporains, la question des écarts de richesse, la question écologique, qui avait été portée par son prédécesseur, le pape François, qui n'était pas un boomer, mais qui, à bien des égards, représentait clairement la génération boomer dans l'Église et ses préoccupations. Ariane? J'ai plusieurs idées en tête, mais par rapport à ce que tu viens de dire, Benjamin, excusez-moi, il ne faut pas que je perde mon idée. Les boomers sont restés dans l'Église. Mm-hmm. Puis, oui, puis c'est ça. Puis avec les jeunes qui viennent avec leur truc traditionnel, tout ça, je pense qu'il y a une certaine prétention aussi qu'on a
Parce que, mettons, les gens qui... Mettons, prenons l'exemple de la messe en latin. là. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui se souviennent de la messe en latin et disent « Mais non, mais on veut plus ça. On comprenait rien. » Tu sais, qui gardent seulement le côté négatif de ces traditions-là, où, tu sais, des habits avec les belles étoffes et la mantille, tu sais, se couvrir, ces trucs-là, qui gardent seulement le côté négatif. Puis je pense qu'il y a une certaine prétention chez les jeunes de dire, ben on est capable de ramener ce qu'il y avait de bon là-dedans sans les côtés négatifs. Tu sais, peut-être, tu sais, comme tu parlais du bébé puis de l'eau du bain. Donc, on peut garder le bébé, mais laisser aller on va mieux faire l'eau ce que du vous bain. avez Tu sais, échoué. comme, par exemple, les jeunes femmes tradwife ou compagnie, les jeunes familles qui disent, ben moi, j'en veux une grande famille, j'en veux plein d'enfants, mais tu sais, ça veut pas dire que je veux que mon curé vienne cogner chez nous chaque année pour me dire, bon, ben t'es-tu encore enceinte? Tu sais, comme on dirait qu'il y a beaucoup de choses qui sont bonnes en soi, mais qui sont peut-être associées à certaines pratiques qui le sont moins ou qui sont plus désirables. Donc, c'est vraiment, je pense qu'il y a chez les jeunes qui ramènent ces tendances, qui reviennent vers l'Église puis qui essayent de ramener ce qu'ils voient comme étant positif ailleurs, mais sans nécessairement ramener ce que les plus vieux auraient pu vivre de manière négative. Puis donc, que ça prend aussi une certaine réconciliation pour être capable de voir, de pas finalement refaire les erreurs. Puis là, comme je parle pas de la messe en latin ou d'avoir des familles nombreuses ou quoi que ce soit, mais tu sais, d'avoir vraiment ce dialogue-là intergénérationnel pour dire, ben vous, d'être attentif, pourquoi est-ce qu'on a changé, qu'est-ce qui plaisait pas, comment est-ce qu'on peut trouver moyen de faire qui va répondre finalement aux aspirations de tous. Parce qu'à l'arrivée de la nouvelle génération qui a une disons les choses, qui a une soif de sacré, là, qu'on n'avait pas dans notre génération, par exemple, une soif de... Parce que nous, on va... En tout cas, moi, je m'accommode assez bien d'une liturgie, par exemple, qui est plutôt conviviale ou... et en ça, je suis quand même un héritier des boomers, là, je pense. Une liturgie qui... Et là, ce qu'on retrouve chez la nouvelle génération, c'est une soif de transcendance très forte, d'une séparation plus grande entre le contingent et le sacré, ce qui est comme ce qui nous élève, ce qui nous amène ailleurs. Par exemple, dans l'architecture, dans la forme liturgique, dans les chants. Et peut-être il y a un danger qui serait de répondre ou de réagir ou d'accueillir ça en se crispant encore plus dans une pastorale qui est opposée à ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et à l'inverse, je pense que les Zoomers ou même les Alphas qui s'en viennent ont tout intérêt à porter l'oreille, à porter attention à ce que les boomers ont apporté de bon, je pense, dans l'Église? Puis de fait, c'est un peu long, mon intervention. De fait, il y a un hubris épouvantable là, chez les Zoomers à penser arriver avec toutes ces choses-là. Souvent, là, c'est des gens qui se sont convertis en consommant du matos en ligne. Là. Je veux dire, ils ont regardé Matt Fradd ou je ne sais pas quel influenceur qu'ils ont trouvé sur Internet qui leur propose du contenu de qualité, qui leur permet d'entrer en relation avec une tradition, une histoire de l'Église. Mais c'est souvent une foi qui, au départ, est désincarnée, qui n'est pas enracinée dans une communauté. Puis c'est pas rare qu'on voit des gens comme ça arriver. Puis je veux dire, je pourrais être un exemple par certains égards, d'arriver dans une communauté puis de s'attendre à ce que tout change du jour au lendemain pour accommoder leurs préférences. Puis ça, il y a l'hubris de la jeunesse là-dedans, là, qui est drôlement adjoint à une forme de conservatisme ou de traditionnalisme. Mais ça, c'est vraiment un effort que les plus jeunes, les nouveaux arrivés dans l'Église, doivent accepter que... Il y a un désir de transcendance, d'autorité, de verticalité, tout ça. Mais je veux dire, lorsqu'on est confronté à un épiscopat ou à une génération de gens, de bénévoles qui servent l'Église au meilleur de leur capacité. Depuis des années. Mais là, on arrive avec une espèce d'hubris. On dit tout ça, c'est de la merde, il faut détruire ça. Ça ne fonctionne pas. Ça va être nécessaire de travailler là-dessus un peu pour qu'il y ait cette réconciliation qu'on désire. Attends, vas-y, excuse. Rapidement, il nous reste plus de temps. Ça demande une certaine maturité d'être capable de faire cette réconciliation-là. Puis il faut être capable de comprendre qu'on n'est pas tout à fait capable de se placer à la place de l'autre. Ou au contraire qu'on l'est. T'sais, les vieux, quand ils ont été jeunes, eux aussi, ont dit on va tout changer. Puis pour eux, ça a été on va tout changer, on va tout sortir de l'Église. Nous, c'est on va tout changer, on va tout revenir à l'Église. Mais aussi, pour les jeunes, des fois, de se dire qu'on n'est pas tout à fait capable de s'imaginer ce que les plus vieux vivent. T'sais, comme je pense que c'est une expérience, c'est dur d'avoir cette maturité-là à 15-20 ans, mais ne serait-ce qu'en ayant 30 ans, on se rend compte que, coudonc, c'est pas comme je m'imaginais la trentaine, donc la cinquantaine, la soixantaine,
tout ce que ça implique comme bagage de vie, bien, peut-être que je suis pas capable de le concevoir. C'était passionnant. Merci beaucoup à vous trois. Je remercie aussi Barthélémy Rieu et Marianne Martin qui travaillent très fort à la technique. Et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.